Benoît Chantre est docteur ès-lettres. Il est président de l'association Recherche mimétique et membre associé du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine. Ses recherches portent sur les œuvres de Bergson, Girard, Lévinas, Péguy et Simone Weil. Il est l'auteur notamment de Péguy, point final et Le choix de Pascal, et d'ouvrages sur et avec le philosophe et anthropologue René Girard, tel Achever Clausewitz. Mercredi 20 décembre 2023, Benoît Chantre présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son ouvrage biographique René Girard, paru aux éditions Grasset. Bonjour à tous, merci de votre présence. Vous avez entendu certainement le nom de Benoît Chantre et on va parler de Girard, donc je me permets de prendre une casquette de médiateur pendant quelques secondes et vous dire que l'objet du désir, vous le trouvez à l'entrée, c'est un gros, magnifique et élégant volume qui raconte la vie de René Girard, qui raconte bien plus que la vie de René Girard. Donc Benoît était l'éditeur de René Girard, c'était son ami. Il a été le co-auteur du dernier livre de René Girard, Achever Clausewitz. Il était chargé par la famille de s'occuper des papiers qui avaient été laissés par René Girard et de les trier, de façon à en faire un ensemble cohérent qui a permis, avec un accord avec la BNF, de créer le fonds Girard qui va bientôt être inauguré. Bref, excusez-moi d'être long, mais tout ça pour vous dire quand même que s'il y a quelqu'un qui est légitime pour parler de René Girard, l'homme, et de René Girard, sa pensée, c'est bien notre ami Benoît. Donc je vais immédiatement l'interpeller, on va rentrer droit dans le vif du sujet. Et Benoît, je voudrais te poser d'abord une question. Est-ce que la vie de René Girard est un roman ? C'est une question qui va au cœur du problème. Quand Robert Marcy, un homme de théâtre assez connu dans les années 60 et 70, est venu voir René Girard à Baltimore, puisqu'il enseignait à l'université Johns Hopkins, après le grand succès de son 4e livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde », pour qu'il lui parle de sa vie, Girard lui a répondu « Je n'ai rien à vous dire, je suis heureux de vous rencontrer, mais je ne suis qu'un rat de bibliothèque. Et un rat de bibliothèque n'a pas d'histoire. » C'était une manière étrange de renvoyer dans ses cordes ce lecteur admiratif, mais ça en disait beaucoup, un, sur l'humilité de Girard, qui n'avait pas le sentiment d'avoir eu une vie romanesque, et deux, sur sa ruse de renard, parce qu'il avait l'art d'esquiver, non pas les importuns en l'occurrence, mais de vivre caché. C'est un homme qui a toujours été, d'une certaine manière, un clandestin et qui n'a jamais voulu mêler son œuvre et sa vie. Donc la gageure, c'était d'essayer de raconter une vie qui est la vie d'un très grand intellectuel, d'un très grand penseur, mais d'un homme très secret, qui n'a eu de cesse de se cacher, de se retirer pour écrire calmement et qui redoutait plus que tout les conflits humains. Et il n'a parlé que de ça durant toute son œuvre. Justement, c'était assez étrange comme paradoxe, il fallait aller creuser un petit peu. Il se trouve que, comme tu l'as rappelé, je l'ai bien connu et donc j'ai beaucoup discuté avec lui. On a écrit un livre ensemble sur la guerre et écrivant un livre ensemble sur la guerre, on a sorti quelque chose de très fondamental pour tous les gens de cette génération, ce trauma sur lequel Claude Simon a fait toute une œuvre, ce trauma sur lequel Lévinas a fait aussi son œuvre, qui est la défaite de 1940, qui est, on n'imagine pas pour les gens de cette génération, une espèce de catastrophe analogue à celle que fut pour un Péguy 40 ans plus tôt l'évocation de Sedan et de la défaite de 70. Mais là, pour le coup, c'était la fin de la France. Et ce trauma-là est réapparu lorsqu'on a fait ce travail sur Clausewitz pour essayer de comprendre les nouvelles conditions de la violence après le 11 septembre. Et là, brusquement, j'ai vu réapparaître une figure qui s'était cachée depuis très longtemps et qui parlait beaucoup, beaucoup de lui-même, et beaucoup de ce traumatisme, beaucoup de son premier travail sur la défaite française vue par l'opinion américaine, qui fut le sujet de sa thèse, et progressivement de son passé, de son enfance. Et là, le romanesque a commencé à apparaître, et là, j'ai pu saisir un fil et j'ai pu tirer. Et après sa maladie, puis son décès, j'ai effectivement travaillé beaucoup avec son épouse, et la mienne aussi d'ailleurs, sur le classement de l'archive qui était dans un désordre total. On allait chercher des papiers dans son garage, sous son lit, un peu partout dans la bibliothèque, on rassemblait ça et on découvrait des correspondances sidérantes. Progressivement, s'est mis en place le récit d'une vie
qui, elle n'est pas totalement romanesque, un plumitif agressif et idiot, il faut appeler un chat, qui a voulu lancer une polémique qui a fait un flop tout de suite au moment où le livre est sorti, a dit que c'était un auteur, un philosophe qui n'avait jamais fait de sit-in. Ce qui est la preuve que c'est un imbécile et que c'est une vie insignifiante. Il faut faire des sit-in pour avoir une vie romanesque. Girard n'a jamais fait de sit-in et sa vie est romanesque parce que j'ai retrouvé des traces de gens dont il m'avait parlé. Il y a des choses très émouvantes qui m'ont permis de camper ce que pouvait être la vie d'un jeune homme de 22 ans, grand séducteur, très très intelligent, diplômé de l'école des Chartes, ne se voyant pas une carrière de bibliothécaire ou d'archiviste, et foutant le camp, comme on dit en Avignon, dégageant d'une Europe en ruine, obsédé par la défaite de 40 et rencontrant sur le pont du De-Grâce ce paquebot tout rafistolé qui était un très beau symbole de la France de 47, un jeune homme avec qui il a fait des gaudrioles pendant une dizaine de jours sur le pont et dans les salles de danse du paquebot, avec qui il a beaucoup parlé de la défaite de 40, il a beaucoup parlé de cette France détruite, de tout ce qu'il avait vécu lui pendant l'occupation. Et à la fin, quand ce ne sont plus les ruines fumantes du Havre, mais le skyline de Manhattan qui apparaît à l'horizon, ils se disent, mais on ne s'est pas donné notre nom. Comment vous appelez-vous ? Moi, je m'appelle Girard. C'est l'époque où on avait 22 ans, on se vous voyait. Et vous, moi, je m'appelle Bloch. Et Girard de s'interrompre, mais est-ce que vous avez un lien avec Marc Bloch ? Et Étienne de lui répondre, c'était mon père. Et là, je trouve que ça, c'est éminemment romanesque. Parce que quand on sait ce qu'a été Marc Bloch, le fondateur de l'École des Annales, ce immense résistant qui, à 52 ans, je crois, quitte la Sorbonne pour aller organiser l'insurrection générale en construisant les mouvements unis de résistance dans la région lyonnaise, torturé atrocement par l'équipe de Klaus Barbie, froidement fusillé à Saint-Didier de Formance, et ayant un an avant dit adieu à son fils à Clermont-Ferrand, et son fils a 21 ans. Il va fuir vers l'Afrique du Nord, rejoindre la 2e DB, accomplir le serment de Koufra en allant jusqu'à Strasbourg, puis jusqu'à Berchtesgaden. Et ce type se retrouve à 23 ans, donc il a un an de plus que Girard, sur le bastingage du vieux de Grasse, tout rafistolé, avec un brillantissime étudiant chartiste, sartrien, un peu neurasthénique. On parle de la guerre, et ce jeune homme de 23 ans a déjà 4 médailles militaires signées par le général Leclerc. Et ça va devenir un des grands amis de Girard, et ils vont correspondre, et je vais retrouver par son fils sa correspondance. Et là, j'ai pu comme ça tirer un fil qui était ce fil d'un jeune, enfin de plusieurs jeunes, mais en l'occurrence d'un jeune français en Amérique dans les années 50. Voilà. Et là, quelque chose de romanesque était, et je pense, apparu, ce qui m'a permis après de continuer à tisser l'histoire de cette vie et de cette œuvre entre les deux bords de l'océan Atlantique, comme quelque chose qui permettait de convoquer tout un siècle. Roman peut-être pas, mais en tout cas du romanesque. Beaucoup de romanesque. Alors, je voudrais t'interpeller sur divers points. Donc, j'ai lu la biographie, effectivement, que tu as publiée. Alors, je pensais connaître un petit peu Girard, enfin très, très modestement, et je dois dire que j'ai eu plein de surprises. Alors, la première surprise, et là, je te pose la question très directement, c'est que moi, j'étais habitué à la pensée de Girard. Pour employer une métaphore, c'était une fusée à 3 étages. 1, le désir mimétique, qui provoque par des rivalités mimétiques des situations de crise. 2, le bouc émissaire, qui est la solution archaïque pour résoudre ces crises. Et 3, la révélation chrétienne, qui dénonce finalement la cruauté et la fausseté du mécanisme du bouc émissaire. Donc c'est une fusée à 3 étages. Et là, qu'est-ce que je lis dans ta biographie ? C'est que, je ne cite pas la phrase textuellement, mais tu dis « Non, toute la pensée de Girard était en germe dès le départ ». Alors est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Parce que c'est très surprenant. Enfin, d'abord, c'est quelqu'un pour qui toutes les conclusions sont des commencements. C'est la grande formule de son premier livre. Toutes les conclusions sont des commencements. La fin a toujours rendez-vous avec l'origine. Et donc, cette confession d'une foi retrouvée ou d'une puissance de démythification interne à l'écriture juive et chrétienne, aux prophètes juifs et aux textes des évangiles, idée éminemment scandaleuse à la fin des années 70 en France, est apparu à la fin que parce que Girard est rusé comme un renard. S'il avait commencé par attester d'un retour à la foi chrétienne, il n'aurait jamais pu faire le parcours universitaire qu'il a fait aux États-Unis, où on ne parle pas de ces choses-là, et il n'aura pas pu construire l'œuvre qu'il a construite. Donc il ne pouvait pas l'annoncer tout de suite. Et pourtant, les bons lecteurs ont tout de suite compris que dès son premier livre, ce livre était travaillé par le christianisme. Mais à quel moment il s'est converti au catholicisme ? C'était au début de ses travaux ou C'est quelqu'un qui est né en Avignon donc, il y a tout juste un siècle, bientôt, un 25 décembre 1923. Oui, un 25 décembre, oui, un jour de Noël. René Noël Théophile Girard, s'appelait-il, qui est le fils par son père d'un dreyfusard chartiste, radical socialiste et très anticlérical, conservateur du musée Calvet d'Avignon,
qui a vécu l'affaire Dreyfus, quand même, c'est pas rien, qui est sorti de l'école des Chartes en 1903, et par sa mère. C'est un tout autre genre de beauté. C'est une dame très lettrée, musicienne, qui connaît des chants de Dante par cœur, qui est italianisante, plutôt monarchiste et traditionnaliste par sa famille, est tentée par l'action française, comme beaucoup de gens du sud de la France, autour du Félibrige, dans cette région-là d'Avignon. Et donc, on a d'un côté une monarchiste, de l'autre un républicain ardent. Et donc, on s'engueule beaucoup chez les Girard à des soirs d'élection. Mais Girard reçoit une éducation chrétienne, si je puis dire, par son père qui n'aime pas les curés, mais qui a une très grande culture médiévale. C'est le patron du musée Calvé et le futur conservateur du Palais des Papes. Il est médiéviste de formation. Et quand ils vont en vacances en Auvergne à la Chaise-Dieu, il leur raconte le Moyen-Âge admirablement. Ils vivent au Moyen-Âge à Avignon. Et par sa mère, il a une connaissance intime de ce que c'est que la dévotion chrétienne et ce que c'est qu'une éducation chrétienne. Et très vite, à l'âge de 13-14 ans, même bien avant, autour de 12 ans, me dit-il parfois, il abandonne tout ça et ses parents, sa mère en tout cas, ça ne pose aucun problème puisque ce sont des gens très libéraux. Et pendant l'occupation, il vit les horreurs des rafles, il vit les horreurs du STO, il vit le froid et l'effondrement de son pays, donc il est très déprimé. Et je pense que sa vocation d'écrivain s'éveille en novembre 1943 lorsqu'il découvre ce très très grand texte philosophique qui est L'être et le néant, qui vient de sortir en août 1943 de Jean-Paul Sartre. Et là, il se découvre sartrien. C'est-à-dire que en lisant Sartre et l'analytique de la liberté de Sartre, c'est brusquement quelque chose de très fondamental qui s'opère en lui, une espèce de tremblement de terre. Cette liberté qui s'arrache de l'englument dans l'être, cette existence qui précède toute essence, ce primat de l'action, cet être humain défini comme un projet. Ça, c'est la grande révolution de sa vie. Et là, il décide d'être écrivain. Il sait qu'il sera écrivain, qu'il ne sera pas un bibliothécaire, et il va se passionner pour Sartre. Et donc, il arrive aux États-Unis dans un état de grande révolte intérieure, après tout ce qu'il a vécu et vu, et il découvre ce qu'il appelle le pétinisme américain, c'est-à-dire les premiers linéaments du macartisme, la traque à nouveau des étrangers, des communistes, des homosexuels, le délire américain, surtout dans le Middle West qu'il a bien connu et où il vivait, qui le révolte tout particulièrement. Donc il est profondément révolté, il est sartrien pendant ces années-là, et il enseigne il ne l'est pas resté. Il enseigne pour vivre la littérature française dans l'université d'Indiana à Bloomington. Et là, il travaille sur les romans français du XVIIe et du XVIIIe siècle et découvre que ces romans sont structurellement chrétiens. Et que pour comprendre ce qu'est la révélation romanesque, c'est-à-dire le moment où l'auteur a rendez-vous avec son personnage pour que de la mort de ce personnage jaillisse un style et se boucle une forme romanesque, il découvre dans ce mouvement d'incarnation, de mort, de résurrection et d'ascension, l'ascension correspondant à l'advenue d'un style et à la réussite d'un roman, c'est-à-dire le départ de la princesse de Clèves qui quitte la cour pour aller se retirer dans un couvent et meurt, qui prélude à l'achèvement du roman de Madame de Lafayette, la mort de Bergotte, qui s'effondre devant une vue de Delphes et ressuscite en narrateur, dit magnifiquement Girard. Dans ce mouvement-là de mort, donc d'incarnation dans un personnage donné, de la parole même du narrateur, un personnage émerge beaucoup plus puissamment que les autres. L'auteur s'identifie à ce personnage, fait mourir ce personnage, et de la mort de ce personnage fait jaillir son propre style. Une structure sacrificielle, dès le départ, bien avant la violence et le sacré, et surtout une structure chrétienne, incarnation, résurrection, ascension. C'est pour Girard la structure même de la Divine Comédie de Dante, c'est la structure des Confessions d'Augustin, et donc il découvre, lui qui est athée de tous les dieux, pense-t-il, sartrien, pense-t-il, révolté, pense-t-il, que dans la littérature la plus aboutie, en l'occurrence La Princesse de Clèves et Manon Lescaut, de l'abbé Prévost, la structure même de la littérature occidentale est chrétienne. Et c'est cette mémoire qui remonte progressivement en lui dans les années 54, 55, 56, jusqu'au jour de 59, la fin de l'hiver 59, où là c'est un retournement total. Et là, il n'est pas interdit d'évoquer, sans faire de bondieuserie excessive, une illumination mystique, comme Simone Veil, qui le lit attentivement dans ces années-là, en a vécu une dans l'abbaye de Solesmes, pardon. Et donc, il connaît des moments d'extase dans le petit train qui l'emmène de Baltimore à Philadelphie. Un paysage que je suis allé voir, donc j'ai fait le voyage moi-même pour pouvoir le décrire. Paysage de ferraille, de mélange, on est entre la terre et la mer, l'océan, pas loin, le fleuve Susquehanna, qui est un fleuve avec la mémoire iroquoise très présente. Enfin, toute l'Amérique est là sédimentée dans un grand chaos, un chaos total. Et là, il connaît curieusement chaque semaine des moments de joie, de paix très profonde pour quelqu'un qui est profondément
profondément révolté, qui a vécu le pire, peut-être, de l'histoire de la France, qui est exilé dans un pays ultra-réactionnaire qu'il déteste, des moments de paix infinie, de très très grand calme. Et il se rend compte progressivement que c'est une mémoire engloutie là et comme amoncelée, on ne sait quand, depuis quand ni pourquoi, comme disait Peggy, qui déborde et qui est la mémoire chrétienne. Et il va suffire d'un petit détail, d'une angoisse de mort qu'il va vivre à ce moment-là pour vivre une semaine pascale en 59 qui sera une révolution totale. Et il va demander à son épouse, qui est méthodiste américaine, de renouveler ses vœux conjugaux dans le rituel catholique. Il fera baptiser ses 2 garçons, leur fille n'est pas encore née, et à ses amis universitaires de Johns Hopkins, désespérés de voir cet esprit si brillant reprendre le chemin de l'Église, il dit je n'ai pas été forcé, I felt like I was kicked, c'est comme si on m'avait donné un coup de pied. Donc c'est un vrai chemin de Damas. Et là, brusquement, tout change. Et le livre qu'il commence à écrire sur le roman va prendre un tout autre tour. Et il va trouver et défendre cette structure chrétienne fondamentale au cœur de la littérature qu'il ne va cesser de creuser après. Donc ça sera de très nombreux articles, de très nombreux essais très remarquables sur le roman, notamment celui qui en 1964 va lui valoir le très grand prix de la critique littéraire américaine. C'est une critique de l'étranger de Camus, mais il met en place une méthode qui est chrétienne, même si elle ne se dit pas comme cela, une méthode de critique interne, où le nouvel Adam critique le vieil Adam, où le Nouveau Testament relit l'Ancien Testament, pour prendre une métaphore plus classique, où la chute critique l'étranger, la Chartreuse de Parme critique le rouge et le noir, et toute une théorie de la littérature qu'on appelle la critique interne se met alors en place et éblouit de plus en plus ses étudiants, parce que ça marche avec toutes les grandes œuvres. Donc il détient des critères pour discriminer une grande œuvre, une œuvre réussie d'une œuvre manquée. Et quand l'œuvre est manquée, alors qu'elle aurait pu être une grande œuvre, comme c'est le cas avec celle de Camus, qui meurt au moment où il écrit La Chute, c'est-à-dire au moment où cette deuxième période autocritique commence, une œuvre qui est manquée, Girard pense que le théoricien peut la continuer. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est un peu comme Picasso disant à la mort de Matisse, je vais devoir continuer son œuvre. C'est-à-dire que lorsque l'auteur meurt, le romanesque n'est pas mort. Et là, il y a quelque chose qui devient une idée très fondamentale chez lui, c'est que le roman lui-même est peut-être mort, un peu comme l'esprit de Hegel qui traverse les formes mortes, le romanesque est en train de migrer vers d'autres lieux. Et donc Girard s'intéresse à cette migration du romanesque qui peut aller ailleurs, et il découvre que Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss est un magnifique roman, et que La recherche du temps perdu et le temps retrouvé à la recherche du temps perdu est un manuel d'ethnologie. Et que donc il faut brouiller les frontières, et qu'il faut sortir d'une vieille conception de la littérature, et que le roman est peut-être mort avec Proust en 1922. Et donc c'est là où, creusant ses intuitions, il va déboucher sur l'anthropologie. En tout cas, c'est une chose étonnante qu'apporte ta biographie, parce que la révélation de Girard, il ne l'a jamais présentée comme ça. Classiquement, tout le monde reste sur une vision de Girard qui dit « Oui, mes travaux m'ont conduit à me convaincre que le christianisme révèle correctement une anthropologie humaine », mais c'est finalement un secret que tu révèles, un peu ces instants d'illumination que tu évoquais à propos de Girard. Alors je voudrais revenir aussi sur une autre chose très étonnante, c'est quand même quand on parle de Girard, on est sur un certain registre. La violence et le sacré, le bouc émissaire, les rivalités mimétiques, la crise dans la communauté, dans l'ouvrage que tu as écrit, l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on n'est pas franchement au rayon des humoristes. Et là, dans ta biographie, tu nous expliques que le premier ouvrage imaginé par Girard et qu'il a gardé dans ses tiroirs et que tu vas bientôt publier, eh bien, c'est un ouvrage sur le rire. Alors, là, franchement, je te demande quelques explications. Oui, tu as raison, je suis allé trop vite parce que c'est celui qui déclenche tout, puisque c'est écrit bien avant Mensonges romantiques et Vérité romanesque, son livre sur la conversion romanesque qui atteste de l'authenticité d'une œuvre. Tout grand romancier a dû connaître un moment de retournement pour être capable de se critiquer lui-même. Il y a dans toute grande œuvre un centre de gravité, un pivot à partir duquel la fin remonte vers l'origine, l'œuvre se retourne sur elle-même. Ce moment de critique interne que j'évoquais tout à l'heure, ce moment très très fondamental, suppose une autocritique de l'écrivain capable de se démythifier lui-même en quelque sorte, de sortir de sa posture mensongère, de sa posture romantique.
Mais pour que cette compréhension soit faite, il a fallu qu'il travaille effectivement sur un autre sujet qui était le rire. Et je le savais par quelques confidences faites à des gens qui l'avaient interrogé, à qui il avait donné des entretiens formals édités et donc heureusement formals connus, que ce manuscrit existait, mais on ne savait pas où. Et on a fini par retrouver avec son épouse, dans un lieu invraisemblable, ce qu'il appelait la boîte de ses very important papers, ces papiers importants qu'il portait comme un saint-sacrement de déménagement en déménagement quand il allait d'une université à l'autre, dans lequel il y a des choses tout à fait formidables, des essais romanesques, des poèmes, des articles inédits sur la princesse de Clèves et sur Manon Lescaut, et puis un essai très substantiel de plus de 80 pages, d'une écriture très tenue, et qui m'a infiniment réjoui, d'abord parce que c'était la preuve qu'il maîtrisait très bien la philosophie. Il a découvert la philosophie grâce à Sartre, mais dans l'immédiate après-guerre, avec son ami Charpier, il travaille Husserl, parce qu'il est très bon, il est germaniste, donc il lit extrêmement bien l'allemand, donc il lit les idéennes de Husserl, il lit Sartre, il lit Heidegger, qu'on commence tout juste à connaître à ce moment-là, il lit Merleau-Ponty. Et 54-55, c'est le moment où Merleau-Ponty rompt avec Sartre sur la question de l'intersubjectivité. Il n'y avait pas que la question politique qui les différenciait, et Merleau-Ponty, frontalement, accuse Sartre d'être incapable de penser l'intersubjectivité, c'est-à-dire la relation, et la relation morale en particulier, parce qu'il est seulement capable de penser la lutte des consciences. C'est la grande topique des deux dernières parties de L'être et le néant. Et donc Girard, qui est en train de critiquer son sartrisme, de sortir de cette posture héroïque et révoltée d'un héros face au monde, découvre l'importance fondamentale de l'autocritique, telle que le sartrisme ne lui permet pas de la penser, et telle que la philosophie ne lui permet pas de la penser, parce que finalement, ce qu'on appelle le solipsisme en philosophie, c'est-à-dire la solitude du cogito, pour aller vite, dans la posture cartésienne, ou le subjectivisme transcendantal chez Husserl, c'est toujours quand même un individu qui ne parvient pas à sortir de lui-même. Et il a beau dire qu'il pense l'intersubjectivité et le rapport à l'autre, il est toujours tout seul, et il parle tout seul. Et Girard découvre, en étudiant la littérature romanesque, que c'est dans le romanesque que se pense l'intersubjectivité, que c'est dans l'expérience comique, d'auto-ironie, que se pense l'intersubjectivité, c'est-à-dire la critique de la solitude du moi. Un moi capable de se critiquer lui-même accède à la relation, accède vraiment au rapport à l'autre. Et là, il découvre le livre de Bergson, bien sûr, qui est le livre le plus énigmatique de Bergson. Et là, j'étais très très content parce que j'avais toujours le sentiment, contrairement à ce que me disaient des girardiens émérites, que Girard n'avait pas lu Bergson, ne connaissait pas la philosophie française, dont je peux prouver que c'est faux, qu'il la connaissait très très bien. Mais en plus, il connaissait très bien ce livre-là. Et l'expérience du rire chez Bergson est une expérience qui fait un peu peur à Bergson. Bergson a à deux reprises le mot de peur, c'est dans le rire, que toute une communauté puisse se moquer de quelqu'un dont les comportements sont mécaniques, qu'on peut définir par une fameuse mécanique plaquée sur le vivant, le clown. Cette unanimité de tous contre un qui fait rire fait un peu peur à celui qui l'analyse, dit Bergson. Un peu peur. J'aime beaucoup le un peu peur. C'est un livre énigmatique dans le devenir de son œuvre. Et il y a un autre paragraphe où Bergson parle de cette peur, c'est dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, où il parle des sacrifices, qui sont la preuve patente de la bêtise humaine, dit-il, et ça lui fait un peu peur aussi. Donc il y a ces un peu peur de Bergson que Girard a très très bien entendu, et il commence par le rire en essayant de comprendre ce que c'est que cette expérience du rire, c'est-à-dire cette poule qui cocaille devant une fourchette. C'est-à-dire quand un objet ne peut pas rentrer dans un monde, quand il est surprenant, alors on appelle ça l'être comique chez Bergson, alors c'est l'éclat de rire qui nous protège de l'étrangeté de cet objet, mais il y a aussi, dans le sérieux philosophique duquel Girard veut sortir, l'attitude du philosophe qui, devant l'objet qu'il n'arrive pas à constituer comme phénomène, disent les phénoménologues, c'est-à-dire à faire rentrer dans un monde, une indéfinie entreprise philosophique, une suspension phénoménologique, une suspension philosophique qui vise à tenter de constituer le sens de cet objet, de lui imposer un sens en quelque sorte, quand bien même cet objet, par son étrangeté, résisterait à tout sens. Et c'est cette énigme de l'objet risible que Girard étudie dans un texte, il n'est pas vieux, il a 26-27 ans, d'une parfaite terminologie phénoménologique, il maîtrise très très bien la philosophie, et il montre que le fou rire d'un côté de celui qui ne reconnaît pas l'objet risible et qui se protège par son fou rire, et l'époque phénoménologique, c'est-à-dire ce qui fait écrire à Husserl des centaines, voire des milliers de pages, sont une seule et même chose. On ne s'était jamais moqué aussi radicalement de la philosophie. Et c'est très très bien fait, c'est vraiment pascalien d'une certaine manière, et il a la naïveté d'envoyer ce livre à Merleau-Ponty. Et Merleau-Ponty, évidemment, ne répond pas. Et donc, il est vexé et ce livre va disparaître dans la boîte des Very Important Papers. Alors, en fait, c'est un texte très intéressant parce qu'il montre que
pour penser l'intersubjectivité, il faut sortir de la philosophie, il faut rompre avec la phénoménologie, et il faut aller chercher Molière d'abord, bien sûr, le génie archétype du comique, et derrière Molière, ce qu'il appelle le romanesque, c'est-à-dire l'auto-ironie, l'ironie d'un Stendhal, l'ironie d'un Proust, l'ironie de tous les grands romanciers, capables de défaire les illusions subjectives, les illusions romantiques, qui mettent un moi tout-puissant face à un monde, et qui sont capables de réellement nous plonger au cœur des relations humaines, au cœur de l'intersubjectivité. Et là, Girard, dans d'autres textes contemporains, a ces idées géniales. Il a des fragments tout à fait passionnants où il dit qu'il est en train d'essayer d'inventer un cogito romanesque. Il dit qu'il faut essayer de parler roman, comme si la philosophie était impuissante à penser ce qu'il fallait absolument penser en ces temps d'apocalypse, ces temps de destruction d'un monde, c'est-à-dire la relation morale et la relation à l'autre. Et elle n'est jamais pensée aussi puissamment que dans les romans et que dans la littérature. Voilà un geste jouissif pour un littéraire, que je suis, découvrant cela, et surtout découvrant aussi que cette lecture de Bergson l'affiliait à la philosophie française beaucoup plus qu'on ne le pensait, et on va retrouver Bergson, bien sûr, dans la pensée de Girard plus tard, quand il va se targuer d'anthropologie, c'est-à-dire vraiment essayer de penser grâce d'abord à la littérature et à ce fameux désir mimétique qui émerge de son premier livre, ce que c'est que les dangers d'une relation qui tourne mal. Benoît, tu as passé plusieurs années, tu peux peut-être nous en dire un mot pour bâtir ce monument. C'est l'encyclopédie Girard, c'est même plus que ça, puisque c'est pratiquement un panorama de toute la pensée française depuis la guerre. Enfin, on peut le dire, pour 39 €, c'est quand même pas très cher. Voilà, c'est donné. Bon, tu connaissais très bien Girard, sa pensée lui-même. Est-ce qu'en rédigeant cette biographie pour laquelle tu as mené l'enquête, tu as rencontré des gens, est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que tu as fait des découvertes? Et quels ont été finalement les moments heureux de ce travail? Les surprises, j'en ai évoqué une. D'abord, c'est de travailler avec Girard lui-même. C'est un privilège inouï, parce que j'ai jamais eu de grands professeurs. Enfin, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui voient des sangliers dans la forêt, moi j'en vois pas. J'ai jamais eu de grands professeurs, et j'ai pu travailler avec Girard 2 ans sur le texte de Clausewitz, et j'ai vu ce que c'était qu'un formidable lecteur. J'ai pu palper le génie d'un grand lecteur. Et en même temps qu'il s'écrivait ce livre sur la guerre, naissait vraiment une amitié, une vraie intimité. On est devenus très très proches. Donc il a ouvert son passé, il a ouvert beaucoup de choses qu'il n'avait jamais dites. Donc déjà, c'était des découvertes qui commençaient à apparaître, et la nécessité, après ce livre sur la guerre, d'écrire une autobiographie, puis lorsqu'il est devenu malade, une biographie tout court, m'a fait aller d'heureuse surprise en heureuse surprise, puisque finalement le pipeline était là, dans le désordre total de ces papiers, où on a découvert pendant plusieurs séjours. D'abord, je l'ai convaincu de ne pas détruire cette archive, de créer un fonds Girard qui existe maintenant à la Bibliothèque nationale, ce qui n'est pas rien, c'est plus d'une 50aine de caisses, c'est tout à fait substantiel, et ça devrait, je l'espère, intéresser maintenant de jeunes chercheurs. Mais on a découvert des correspondances, et ça, c'est des surprises magnifiques. Quand quelqu'un a totalement disparu, c'est Solers qui disait ça, on désapparaît du balcon du Kremlin, pour pas dire disparaître. C'est-à-dire quand quelqu'un a été gommé du balcon du Kremlin, comme l'a été René Girard par toute la pensée française qu'il a lancée aux États-Unis, et qu'on voit qu'il fut le contemporain de tous les plus grands, l'ami et l'interlocuteur et le contradicteur de gens qui l'ont énormément estimé et admiré, et qui s'appellent Roland Barthes, Lucien Goldman, Michel Deguy, Michel Foucault, Jacques Derrida, bien d'autres encore, et qu'on trouve ces lettres admiratives de ces gens qu'il a fait connaître, et qui sont les ténors de ce qu'on a appelé après la French Theory, c'est-à-dire la pensée française aux États-Unis. On s'étonne que cet homme ait disparu, et ça devient de plus en plus excitant, puisque cette fameuse French Theory, cette pensée française, une pensée de la différence, qui est le grand thème des années 60, 70 et 80, et Girard pense exactement à rebours de tout cela. C'est l'exact contraire, et pourtant, on le découvre, le contemporain décisif de tous ces gens. Et là, ça devient très excitant. Quand on trouve des lettres béates d'admiration de Roland Barthes, de Jacques Derrida, de Michel Foucault et d'autres, et qu'on les cite intégralement dans ce livre, alors là, ça fait mal. Et puis après, les heureuses découvertes, c'est bien sûr, c'est tous les témoignages aussi, des témoignages qui font réapparaître plein de choses qu'il n'avait pas dites, et qui donnent la cohérence d'une vie. Et au bout d'un moment, on a accompli quand même l'essentiel, des moments importants de cette existence et de cette œuvre-vie, qu'on a replacé dans son temps. Alors les premières pages, les premiers chapitres s'écrivent très vite, parce qu'on est presque sous hypnose, quoi. On a très peu de documents, mais on peut très très rapidement retrouver les lieux importants, et ça devient presque romanesque. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de la situation en Ukraine et à Gaza? Tu fais faire des sauts dans le temps. Ça ressemble aux radioscopies de Jacques Chancel. Tu vas me dire « Et Dieu » dans tout ça tout à l'heure? Je m'exerce, je vais y arriver, mais il faut un peu d'entraînement. Il aurait pensé que c'était... grosso modo, ce qu'il appelait à la fin de son grand livre d'anthropologie du sacré en 72, La violence et le sacré, qui est son deuxième très grand livre, il aurait pensé que c'est une nouvelle étape dans ce qu'il appelait le retour de la violence essentielle.
parce que dans son deuxième grand livre, La violence et le sacré, Girard propose une synthèse tout à fait prodigieuse du religieux archaïque, tel que l'a cherché les anthropologues anglais de la fin du 19e, les anthropologues et sociologues français du début du 20e siècle, le dernier Freud, le Freud génial et fou de Totem et Tabou, c'est-à-dire la matrice du religieux archaïque. Et Girard trouve le modèle, on pourra en parler si ça vous intéresse plus précisément, du religieux archaïque, fondé sur effectivement la victime émissaire d'abord et les victimes rituelles ensuite, qui répètent une scène originaire qui revient à chaque fois qu'une société entre en crise. Ce modèle très puissant du religieux archaïque, c'est-à-dire de cette régulation religieuse de la violence humaine, a fait les ordres symboliques, a fait les grandes institutions, a construit l'État. Et ce qui se passe avec le 11 septembre, la fin de ce livre sur la violence et le sacré est tout à fait panique, puisque c'est un livre qui, après avoir décrit, comme on ne l'avait jamais fait, le moteur même du religieux, ce que Bergson appelait la machine à faire des dieux, et que Girard appelle le mécanisme victimaire, c'est-à-dire cette causalité circulaire qui fait que l'homme font les dieux et que les dieux font l'homme. Donc ce mécanisme victimaire qui est sans doute un moteur essentiel du processus d'hominisation, qui fait que les hommes ont contenu leur hyper-violence, ont contenu l'implosion toujours menaçante de leur collectif. Cette puissante machine qui a construit le langage, qui a construit les institutions, qui a bâti les prohibitions, les rituels, etc. Girard dit qu'on peut la décrire si précisément aujourd'hui parce qu'elle n'existe plus. Elle est morte. Elle a fini de mourir avec les dernières sociétés dites premières qui sont en train d'agoniser sous les yeux de Lévi-Strauss. Et donc, dit Girard à la fin de ce livre, nous allons assister, dans un ton qui n'est plus du tout celui de l'anthropologue décrivant le religieux, convoquant à la fois Lévi-Strauss et Freud, mais déjà une espèce de prophète biblique, nous allons assister au retour d'une violence essentielle. C'est-à-dire cette violence contenue depuis l'aube de l'humanité qui a, par sa contention même, puisque les rituels contiennent la violence aux deux sens du terme, ils sont violents et ils empêchent la violence de déborder. Cette machine qui a contenu la violence, qui a donné les États à l'heure des grands dérapages génocidaires, à l'heure de la bombe d'Hiroshima, de la bombe à hydrogène, n'existe plus. Les États ne peuvent plus contenir une violence qui finit par les dépasser, un peu comme le romanesque dépasse les formes mortes. Là, c'est un autre type de décomposition, c'est celle de toutes les institutions les unes après les autres. Alors ce retour de la violence essentielle, eh bien, Girard va le vivre avec une énorme angoisse au moment de la baie des Cochons, où on est passé tout près du chaos total. Il va vivre avec angoisse les guerres de Corée, du Vietnam, il suivra tout ça. Et puis il va connaître un long moment, un long tunnel où on le lira beaucoup moins dans les années 90, et il revient en force après le 11 septembre, parce que les gens se rendent compte qu'on a besoin d'une grande pensée de la violence, et que Girard apporte cette grande pensée de la violence. Alors ce retour de la violence essentielle, eh bien, avec le 11 septembre, c'est une guerre déritualisée, c'est une guerre dite asymétrique, c'est une guerre de ressentiment. La guerre terroriste suppose un contre-terrorisme, donc deux croisades opposées, qui chacune estime être du côté du bien. Ça a un nom dans la littérature stratégique, ça s'appelle la montée aux extrêmes, d'où l'intérêt de sa lecture de Clausewitz dès 2003, 2 ans après l'effondrement du 11 septembre. Et donc là, Girard reprend ce ton apocalyptique qui était celui de la fin de la violence et le sacré en 72, et ce qui se passe depuis, ce qui s'est passé depuis le 11 septembre n'a cessé malheureusement, de rendre cette voix de plus en plus audible, et il est de plus en plus sollicité, ce texte sur Clausewitz, parce que même les gens qui ont résisté se rendent compte qu'il disait des choses extrêmement vraies. Alors il y a eu Daesh, c'est-à-dire cet État paradoxal, qui était effectivement un État, mais qui n'avait pas pour but de contenir la violence, mais au contraire de la démultiplier. Un État qui était un pur démultiplicateur de violence. C'est pas rien, c'est 2014, la création de ce super califat, et puis ensuite l'affaire syrienne, et après l'affaire ukrainienne. Alors là, c'est quoi ? On revient à ce qu'on décrivait avec Girard dans Clausewitz, c'est-à-dire à une guerre totale, avec deux adversaires qui mobilisent toutes les forces de leur pays, et derrière le joujou nucléaire qui rend la chose plus grave encore qu'une guerre totale, c'est-à-dire fait apparaître derrière la guerre totale le spectre de la guerre absolue. Et c'était le sens de ce qu'on a voulu faire dans le Clausewitz, qui était de montrer que, contrairement à ce que disait Aron en 1976 quand il travaillait sur Clausewitz, la politique ne contient plus aujourd'hui les moyens guerriers. Aron disait que la guerre absolue n'était qu'un concept permettant de penser les diverses intensités des conflits guerriers. Girard dit que la guerre absolue n'est pas un concept. La guerre absolue est une réalité, est d'ailleurs pour Clausewitz lui-même un point de référence, un idéal à atteindre, c'est ce qui est assez effrayant dans le texte clausewitzien, et à l'heure de l'armement nucléaire et surtout de l'armement tactique qui est aux mains de Poutine aujourd'hui, la guerre absolue se profile derrière cette guerre totale. Et puis il y a eu cet événement, ce nouveau 11 septembre qui est le pogrom, un nouveau 11 septembre
qui est le 7 octobre dernier, où là, on est dans un conflit politico-religieux un peu différent en apparence, mais où une attaque terroriste provoque un contre-terrorisme absolument d'une dangerosité extrême. Les terroristes, en 20 ans d'activité, ont quand même un but très précis, c'est de durcir les régimes qu'ils attaquent, car durcir un régime, c'est la meilleure manière de l'affaiblir. Et là, il se trouve qu'en plus, dans le camp adverse israélien, c'est une structure politico-religieuse qui était devenue très très violente. Donc ce contre-terrorisme-là ne peut mener à rien, sinon au pire. Donc il aurait dit que c'est la même histoire qui continue, c'est-à-dire que c'est le retour de plus en plus tétanisant, si l'on en juge par ce que disent les stratèges américains aujourd'hui, de la violence essentielle. C'est même plus la guerre. Benoît, on entend souvent dire employer le qualificatif de apocalyptique. Girard est un penseur apocalyptique. Est-ce que ça veut dire qu'il est pessimiste ? Alors heureusement, il y a une crise qui est passée, qui a duré quelques années, qui était le catastrophisme. Vous avez entendu beaucoup parler, alors on a essayé de lui donner un tour pour que ça se vende mieux. On appelait ça collapsologie, donc c'était des Nostradamus version scientifique, ça faisait chic. Heureusement, cette vogue est passée assez rapidement. D'abord, c'était déprimant, ensuite, c'était souvent pas très sérieux. Et ce pessimisme historique est devenu tellement caricatural en quelques années que, heureusement, il est passé de mode. Et donc ça permet de faire à nouveau valoir la puissance des analyses de Girard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est tellement sollicité aujourd'hui est tellement cité, c'est que ça n'est pas un catastrophisme, ça n'est pas un catastrophiste, pardon, ça n'est pas un collapsologue, ça n'est pas quelqu'un qui a fait de la catastrophe son idéologie, mais c'est un penseur apocalyptique, c'est-à-dire c'est un penseur qui, parce qu'il est chrétien et qu'il s'affilie à sa source juive, et donc à l'apocalyptique juive, à la tradition des prophètes juifs, est quelqu'un qui pense l'effondrement d'un monde sur le fond d'une très grande espérance. Ce qui est donc tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y a la parole du monde et il y a la parole de la vie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le monde, si on comprend qu'il se constitue sur un refus d'entendre, c'est ce que Girard n'a cessé de dire, sur une méconnaissance, sur des mécanismes humains qui ne mettent pas vraiment en jeu la liberté, ce monde qui s'est construit comme cela, il n'est monde qu'en tant que monde, en quelque sorte. Il n'a que la consistance d'un monde. Et que ce monde s'effondre, c'est la chance qu'advienne un possible qui, dans la tradition juive et chrétienne, s'appelle le royaume. Et le royaume est déjà de ce monde, ça veut dire que dans l'effondrement du vieux monde, en termes girardiens, dans l'effritement, la déconstruction, puisqu'il reprenait des termes de Derrida avec qui il a travaillé, du sacré qui se défait tout seul, qui n'a pas besoin de déconstructeurs, dans cette déconstruction progressive de toutes les institutions qui sont violentes en leurs racines, advient autre chose, qui est ce que Michel Serres appelait avec courage, quand il défendait Girard à la fin des années 70, une autre culture. Et cette autre culture, elle est possible. Donc l'apocalyptique girardienne, c'est vraiment à l'image de ce qu'il théorisait sur le roman quand il travaillait sur Stendhal et sur Proust. Il disait que les grands romans étaient la simultanéité de deux temporalités. Un temps du destin, qui va du début à la fin, où le héros finit par mourir, et un temps de la liberté, où on se rend compte que dans ce destin qui semble aller vers le pire, advient précisément le meilleur, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure l'advenue du style ou la résurrection du personnage en romancier, ou la durée romanesque, c'est-à-dire une œuvre qui était, disait Camus, une victoire provisoire sur la mort, et pour Girard, qui ne se privait pas des ressources du religieux, peut-être une victoire tout court sur la mort. Donc l'idée même de résurrection est présente chez Girard tout le temps. Et donc cette superposition des deux durées, celle du destin et celle de la liberté, dans ses premiers travaux romanesques, eh bien aujourd'hui, elle prend une consistance très impressionnante quand on travaille avec des gens qui sont des grands spécialistes du nucléaire. Je pense à Jean-Pierre Dupuy, par exemple. Dupuy reprend cette intuition et parle de la simultanéité des États, de la superposition, des États. Et c'est la même chose, c'est la même idée, mais pensez à l'horizon de la catastrophe nucléaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus aujourd'hui avoir des réflexes progressistes, penser que nous allons vers des jours meilleurs. Nous sommes entrés, il faut avoir le courage de le dire, comme Girard l'avait dit dès les années 50, dans un temps du sursis. C'est-à-dire dans une temporalité qui nous met face à deux possibles qui coexistent et qui sont tout aussi réels l'un que l'autre. L'un est la catastrophe et l'autre est la non-catastrophe. C'est-à-dire que si on prend une position, on analyse les données scientifiques que nous avons sur les catastrophes climatiques, il est évident que nous allons vers la destruction d'un monde, vers le pire. Ça, c'est évident. Si on prend d'autres paramètres démographiques ou autres, on peut avoir des visées parfaitement catastrophiques et qui seront fondées rationnellement et scientifiquement. Mais il y a aussi un autre possible qui n'est pas celui-là. Donc l'apocalypse à la Girard, selon Girard, pour prendre une terminologie un peu évangélique, c'est cette conscience que nous sommes entrés dans un temps du sursis,
que notre horizon aujourd'hui est cette double possibilité, ces deux possibles qui sont réels, celui de la catastrophe et celui de la non-catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité ultime qu'au cœur du péril, comme à la fin des Possédés de Dostoïevski, où c'est le délire total et où Stepan Trofimovitch connaît cette conversion bouleversante, il est possible qu'au moment, au lieu même du pire, advienne le meilleur. C'est ça le concept girardien de l'identité. Au moment où nous sommes tous indifférenciés, où toutes les différences structurelles des cultures se sont dissoutes, ou sont en train de se dissoudre, dans cette soupe humaine, dans ce magma qui peut faire craindre le pire, le meilleur se profile. Et donc là, c'est toute la réflexion qui n'a cessé de le hanter depuis les années 50, notamment cette lecture de Hölderlin, grand poète et très grand penseur de l'histoire, aussi plus puissant, je pense, que Hegel, dont il est l'antidote et l'antivirus, qui dit cette chose extraordinaire, Wo aber Gefahr ist, wächst das rettende auch, en 1804, là où est le péril, croit aussi ce qui sauve. Merci Benoît. Tu n'es pas encore au bout de tes peines, car c'est maintenant à vous tous, chers amis, de mettre Benoît sur le grill. Qui pose la première question ? N'ayez pas peur. Vous écoutez Benoît Chantre, auteur de René Girard, biographie, édition Grasset, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 20 décembre 2023. Je voulais simplement savoir si René Girard avait croisé Bernès. Bernès, le neveu de Freud, Bernès qui avait travaillé sur l'introduction du tiers pour manipuler les opinions. Malheureusement, je n'ai pas vu cette référence, mais vous m'excitez. Je vais relancer la recherche. Oui, alors, il a travaillé sur ces questions-là, mais je ne sais pas s'il a beaucoup travaillé sur les Freudiens. Il a beaucoup travaillé sur Freud lui-même, puisqu'il s'agissait pour lui d'opérer quand même... Ça, c'est très structuraliste, un retour à Freud. Et donc, il a essayé de sortir du sacro-saint complexe d'Oedipe qui régnait beaucoup dans les années 50 et 60. Il a inventé cette autre manière de configurer le désir, celle du schéma triangulaire, c'est-à-dire d'un sujet qui désire un objet par la médiation d'un tiers, qui, lorsque tout se passe bien, est structurant, et lorsque tout se passe mal, devient source de pathologie. C'est-à-dire que le modèle devient un rival, et le sujet est de plus en plus obsédé par l'être réifié de ce modèle qui le hante de plus en plus et qui le fait tomber dans des pathologies que Girard analyse en termes relationnels, beaucoup plus qu'en termes libidinaux ou en termes strictement freudiens. Donc il a beaucoup travaillé pour défaire le nœud oedipien de sa logique psychanalytique et revenir après au Freud qui le passionne le plus, c'est-à-dire le Freud anthropologue que tous les psychanalystes jugent complètement fou, qui est celui de Moïse et le monothéisme et de Totem et Tabou, qui pour Girard est le Freud absolument génial, qui même s'il écrit un roman, Totem et Tabou, a une intuition très 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 fondamentale de la violence fondatrice. Et donc il a tellement travaillé ce Freud-là, Moïse et le monothéisme et Totem et Tabou, qu'il ne s'est pas attardé sur la littérature freudienne. C'est dommage parce que malheureusement, la psychiatrie girardienne n'existe pas vraiment. On a essayé d'en fonder une, Jean-Michel Gourlian a tenté des choses, mais l'attaque de la doxa psychanalytique est telle chez Girard qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis dans ce domaine-là. On n'a pas pu créer encore de thérapeutiques girardiennes qui prennent au sérieux la question de l'autre et la question du modèle, qui sont si fondamentales dans la constitution du sujet. Et là, on aurait pu, à ce moment-là, effectivement, travailler sur beaucoup de sujets comme celui que vous évoquez. Alors, Gourlian a essayé, alors la manipulation, c'est lui en pratiquant l'hypnose, dans le terme de sa thérapeutique ou de sa propre psychiatrie. Mais là, moi, je ne suis pas compétent du tout pour vous répondre plus précisément. Je ne pense pas qu'il ait lu beaucoup plus que ce qui concernait strictement ses idées fixes. Sur votre question, ça ouvre aussi un volet mimétisme et propagande. C'était un peu ça aussi qu'on peut avoir derrière la tête, parce que en fait Bernays s'est appuyé sur c'était un neveu de Freud, donc il s'est appuyé sur, je veux dire presque de manière pour faire sa propre publicité ou pour adosser ses pratiques, mais enfin c'était avant tout un propagandiste. Et on peut se poser la question, effectivement, mimétisme et propagande. C'est un bon sujet pour l'association Recherche Mimétique, si tu peux en dire un mot, qui déclenche des sujets de recherche, qui couvrent des sujets de recherche. Oui, s'il y a des psychanalystes parmi vous, ils sont les bienvenus. Nous en cherchons, qui ne soient pas heurtés par la radicalité girardienne. Les accointances de Girard et Toulouse et les amitiés lot-et-garonnaises de Girard, tu peux en dire un mot? Alors ça nous fera plaisir. Les accointances de Girard à Toulouse, elles sont existentielles, puisque Girard s'est construit un rêve de résistance
adolescent, il rêvait, enfin tout jeune étudiant, de faire de la résistance et que son père l'en avait empêché. Il s'est raconté un peu un doux roman, m'avait dit son épouse à l'époque. Mais creusant un petit peu les circonstances de sa vie d'étudiant, j'ai découvert qu'effectivement, ayant renoncé au lycée du Parc à Lyon, c'est-à-dire à la préparation de l'école normale supérieure, détestant les bizutages et les horreurs d'étudiants, parce qu'il n'aimait pas déjà ces phénomènes de persécution collective, son père l'a récupéré, il a préparé l'école des Chartes à la bibliothèque du musée Calvé d'Avignon, et il passe le concours à Toulouse en octobre 42. J'ai retrouvé toutes les archives de ce concours dans les archives de l'école des Chartes, et c'est assez saisissant parce que la France n'est plus rien, l'humiliation est totale, de manière très impassible. 2 inspecteurs généraux, l'un de Paris, l'autre de Toulouse, organisent le rituel du concours de l'école des Chartes qui a lieu à Toulouse pour les étudiants de la zone libre. Et donc, j'ai pu retrouver toute cette ambiance qui est assez singulière. Et effectivement, c'est le moment où Girard a dû avoir ce rêve de passer les Pyrénées, puisque là, il est à Toulouse au moment où Pierre Berthaud, ce grand et éminent spécialiste de Hölderlin, qui a soutenu une thèse magnifique sur Hölderlin en 1934, a organisé tous les réseaux toulousains. Jean-Pierre Vernant est là, que Girard va croisé sur sa route, bien sûr. Et puis, il y a ces 2 grands amis, Claude Vigée et Lucien Goldman, qui sont donc planqués parce qu'ils doivent regagner d'urgence l'Afrique du Nord parce qu'ils sont juifs. Et c'est le moment, octobre 42, on est même... on taquine, il n'y a plus que 15 jours à peu près calme, puisque dès le 8 novembre, avec le débarquement, la zone libre n'existe plus et les traques des juifs seront particulièrement violentes dans la région toulousaine. Ces 2 grands amis de Girard, Claude Vigée et Lucien Goldman, évoqueront avec lui ce moment-là. Et donc à Toulouse, il a connu sans doute ce rêve de la résistance, ou du moins il en a entendu parler pendant ces 15 jours de concours. Et puis il aimait beaucoup y revenir, il aimait beaucoup la ville de Toulouse. Puis après il y a Agen, alors là c'est un autre monde, c'est un autre univers, c'est l'univers de Michel Serres et de son ami Pierre Gardeil, père de Jean-François Gardeil qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Pierre Gardeil qui est un grand ami de Michel Serres. Michel Serres, je ne le présente pas. Ce sont des esprits très fraternels et qui va être le premier à faire des objections sérieuses au Girard qui déboule sur le terrain théologique en 78 et qui va, après son livre sur le religieux archaïque, tenter de bâtir une apologétique chrétienne en évoquant l'écriture judéo-chrétienne et une position qu'à l'époque, il voulait anti-sacrificielle, opposée au sacrifice. Et des gens comme Pierre Gardeil et d'autres vont très vite l'alerter sur les dangers d'une position si radicale. Donc un beau dialogue naîtra et j'espère qu'un jour, normalement en septembre prochain, si tout va bien, on pourra mettre au jour cette belle amitié, ce beau triangle Pierre Gardeil, René Girard et Michel Serres. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis très content d'être là. J'ai une question sur Achever Clausewitz, sur un thème que j'ai pas trop compris. À un moment, il y a un développement dans le livre sur la vision de Lévinas de la guerre, en fait. Et vous avez une discussion avec René Girard. En fait, j'aimerais bien revenir à ce passage du livre un jour avec des éléments supplémentaires ou un éclaircissement qui puisse m'aider à comprendre un peu ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui se passait très concrètement, un entretien, c'est toujours un peu truqué, si vous voulez, parce que j'avais 1000 pages de transcription, donc quand on veut faire un livre de 350 pages, il faut l'écrire tout seul, et puis après on le réenrichit, un peu comme un dialogue socratique. Il y a le disciple de Socrate qui dit que tes paroles, Socrate, sont douces comme le miel, et sur ce point, Socrate, je ne te contredirai pas. Enfin, on invente un dialogue bien rythmé, et il y a eu un moment important, très important, fondamental, qui était celui de ce non-rapport, ou de cette non-rencontre entre Girard et Lévinas, qui pour moi sont des figures majeures. Depuis l'âge de 17 ans, quand j'étais cagneux, à la fin des années 70, c'était les 2 grandes figures qui émergeaient et je gardais un souvenir très ému de ce moment-là et je voulais qu'il parle de Lévinas. Et dès que je lui parlais de Lévinas ou que je lisais du Lévinas, j'entendais un léger ronflement et il s'endormait immédiatement très profondément comme il était capable de le faire. Mais en fait, il écoutait. Mais c'était compliqué de rétablir après ce dialogue. Et donc, ça a été un des moments les plus durs du livre. C'est que comme il dormait quand je lui parlais de Lévinas et que je tenais beaucoup à mon idée, on y revenait. Et donc, j'y revenais avec lui. Et on a fini par écrire ces pages qui ont en fait été très, très précieuses puisqu'il y a une école, lévi-lassienne, très importante, notamment en France, bien sûr, mais aussi aux États-Unis, que des penseurs comme Sander Goodhart, qui fut un élève de Girard à Buffalo, puis son collègue là-bas, dans l'État de New York, qui est revenu à son judaïsme d'origine en travaillant avec Girard sur Shakespeare, un itinéraire intellectuel absolument magnifique, a été le patron des études hébraïques de Purdue University et était un grand spécialiste à la fois de Girard et de Lévinas. Et lui a tout de suite compris
ce que j'avais voulu construire dans ces moments où, finissant par maintenir Girard éveillé, je mettais au jour le parallélisme de ces deux pensées, et on a pu beaucoup travailler là-dessus. Et c'est assez fascinant. Et c'est pour ça que je ne regrette pas du tout cet effort à un moment du livre. C'est que voilà deux penseurs qui ne se sont jamais rencontrés, sinon une fois, invités par les organisateurs de la visite du pape Jean-Paul II à Paris en juin 80, avec des intellectuels français que voulait rencontrer Wojtyła. Et Lévinas fait un geste vers Girard qui, mort de trouille et de timidité, là aussi, ne s'endort pas, mais s'esquive, ce qui est la même chose. Et quand vous étudiez le devenir de ces pensées, vous voyez qu'elles n'ont cessé de s'envoyer des signes puissants sans jamais vraiment se connaître. Alors je me suis renseigné auprès de Michael Lévinas, le fils d'Emmanuel, puisque j'ai participé au séminaire de sa femme, Danielle Cohen-Lévinas, à la Sorbonne, sur Girard et Lévinas. Et il m'a dit que Lévinas avait un très grand respect pour Girard, mais ça ne suffit pas à faire un chapitre. Et Girard, de son côté, a une correspondance avec Derrida, où il s'intéresse aussi à Lévinas. Donc c'était pas faux de les mettre en scène. Mais quand vous lisez leurs œuvres à tous les deux, c'est tout à fait fascinant, puisque les deux livres majeurs, premiers livres majeurs des deux, paraissent la même année, en 61. L'un s'appelle Totalité et Infinie, c'est celui de Lévinas, et il a un concept central qui est celui du désir métaphysique, de responsabilité pour autrui, de responsabilité morale. Et Girard publie Mensonges romantiques et vérité romanesque, où il esquisse son désir triangulaire qui devient pathologique et qu'il appelle désir métaphysique, et où se construit des deux côtés, sous le même concept homonyme, deux expériences radicalement contraires. La relation éthique pour Lévinas, qui est un pur service de l'autre, et la relation mimétique pour Girard, qui est une pure soumission à l'autre, devenue de plus en plus obsédant. Et on se rend compte que ce que Lévinas a révélé, c'est ce dont Girard avait construit le négatif, en quelque sorte. Et leur deuxième grand ouvrage, en 72 pour Girard, La violence et le sacré, et 74 pour Lévinas, qui est un rassemblement de grands articles qui s'appelle Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, est à nouveau un rendez-vous fondamental que se donnent ces deux penseurs autour du concept de substitution, qu'ils utilisent l'un et l'autre dans deux sens différents. Et on se rend compte que tout ce que Girard construit en négatif, Lévinas le révèle au sens quasi photographique. Et qu'entre la relation mimétique et la relation éthique, d'un côté, la substitution sacrificielle de l'autre et la substitution morale de l'autre côté, ce sont deux penseurs qui n'ont cessé de cheminer l'un à côté de l'autre et penser des choses tellement extrêmes l'un comme l'autre, deux expériences de pensée tellement extrêmes qu'ils ne pouvaient nécessairement pas se rencontrer ni dialoguer. Mais il y avait, pour un travail biographique, la nécessité d'écrire l'histoire de ce non-rapport. Merci beaucoup. Je vous donnerai mes coordonnées, quelques articles qu'on a réalisés dans le cadre de ces recherches qui vous montreront à quel point ces pensées sont complémentaires. Et quand on s'intéresse à la relation morale, on comprend qu'on a d'un côté Girard, de l'autre côté Lévinas, au milieu Paul Ricoeur, et on a une vision du paysage intellectuel français qui est assez passionnante. Merci beaucoup. Moi, effectivement, en fait, j'ai lu Lévinas après avoir lu Achever Clausewitz, parce que ça m'a intéressé d'en savoir plus. Et en fait, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce côté où en fait, finalement, j'ai l'impression que René Girard, il mentionne beaucoup le fait que, au final, à travers les textes, par exemple du Nouveau Testament, il y a une sorte de passage qui est révélateur du mimétisme, même si les rédacteurs ne sont pas nécessairement à la hauteur du message qui est transporté par les évangiles. Et je trouve ça intéressant, finalement, de lire Lévinas après avoir lu Achever Clausewitz, après avoir lu Girard. Formidable, je n'aurais pas travaillé en vain. Ouais, c'est vraiment super. Pour moi, ça a été. Il fallait que je vienne ici. Merci beaucoup. En fait, parce que je trouve que finalement, Lévinas, il a quelque chose qui est vraiment, effectivement, qui est une construction très positive, là où Girard, il va mettre en avant le fait que un phénomène négatif est révélé. Et en fait, je trouve que c'est intéressant que Lévinas, finalement, à ce titre-là, soit de confession juive. Et finalement, il n'a pas besoin des évangiles pour, je trouve, trouver quelque chose qui est au-delà du mimétisme. Il a une connaissance très fine du texte biblique, une connaissance très, très, très fine des prophètes, des analyses talmudiques qui sont extrêmement précieuses, mais il vient de la phénoménologie, donc il a parfois tendance à partir dans une certaine abstraction à laquelle Girard est très rétif, d'où ses sommeils. Car Girard, c'est toujours très concret. C'est au sein de relations très concrètes que le meilleur et le pire peuvent advenir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation morale ? Qu'est-ce que c'est qu'une relation morale qui tourne en mimétique ? Et est-ce qu'on peut revenir à une relation dénuée de violence ? Ça, ce sont des questions très concrètes que les romans permettent de penser, qu'une certaine anthropologie permet de mieux comprendre. Là où Lévinas part parfois dans des pages qui sont abstraites et donne l'impression de parler tout seul. Bonjour. Comment vous expliquez, c'est mystérieux, la réception de Girard ? Ces grands contemporains ne disent rien de son œuvre, ni en mal ni en bien. Silence radio complet. Comment expliquer ça ? Là, vous avez exploré les liens qu'il y avait entre eux, mais eux, ils n'ont rien écrit sur lui. C'est extraordinaire. Tout dépend de ce que vous appelez les grands contemporains, parce que, par exemple, Milan Kundera, c'est pas rien. Jonathan Coetzee, c'est pas rien. Lévi-Strauss, Derrida, Foucault, tous ces gens-là ont silence. Alors, vous allez acheter mon livre.
Donc vous avez vu que, par exemple, Foucault et Girard, alors ça c'est très intéressant, parce que Foucault est devenu, après avoir été invité par Girard aux États-Unis, en fait, a tout de suite une peur effroyable des États-Unis. Girard lui demande de venir enseigner sur Sophocle, donc il travaille à l'époque sur les procédures de vérité, les discours de vérité, etc. Et il a lu Girard, qui a lu Foucault, et Foucault arrive aux États-Unis et découvre la prison d'Attica State, qui a donné le titre d'une grande chanson de John Lennon, c'est-à-dire le lieu d'une rébellion qui a fini dans le sang. Et là, Foucault va pouvoir visiter la prison, ce qui n'était pas possible en France, parce que seuls les personnels du milieu pénitentiaire peuvent visiter les prisonniers. Donc il obtient d'aller visiter la prison et il décrit l'univers concentrationnaire. Et là, il bascule totalement dans ses références, si je puis dire. Ça n'est plus comme du temps où il travaillait la folie et le grand enfermement. La logique de l'enfermement qui rapproche tellement Foucault de Girard et de l'exclusion qui l'intéresse. Brusquement, il fait de la prison une métaphore de la société elle-même. Et donc il va dire aux prisonniers, en pouvant discuter avec eux, et en discutant, parce qu'il y aura beaucoup d'intellectuels qui vont dialoguer avec lui autour de cette visite à Attica State, que grosso modo, prisonniers de droit commun et prisonniers politiques, c'est une fausse distinction, qu'ils sont tous des prisonniers politiques. Ce basculement d'un penseur assez conservateur, qui venait de l'institution, dans le militantisme très radical, mais très très radical, va donner le mouvement héroïque du groupe Information Prison avec Domenach et des gens très bien, et enfin l'alerte mise sur la condition carcérale, notamment en France. Mais après, il va y avoir un Foucault très, très gauchiste, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, puis l'éloge de la révolution iranienne, une vraie révolution prolétaire, qui fait que Girard, qui avait beaucoup d'estime et d'amitié pour lui, lui qui n'est pas du tout activiste ni militant, n'aura plus de rapport avec lui, mais ils se verront de temps en temps quand même, et l'amitié durera, c'est la même. Mais on a après une vision de Foucault qui est celle qui vient des dernières années, très militante, et on oublie la figure très classique, très universitaire qu'il fut au départ, quand il travaillait avec Girard sur l'Oedipe de Sophocle, et qu'il montrait l'admiration qu'il avait pour la lecture structurale que Girard faisait de l'Oedipe de Sophocle, qui faisait de l'Oedipe non plus simplement un roi qui meurt pour son peuple, mais la manière que le mythe a de traiter de façon mythico-rituelle, dans le champ des différences, un phénomène beaucoup plus originaire que Girard sent derrière tout cela, qui est celui du tous contre un, c'est-à-dire du lynchage. Et là, ça fascine Foucault, qui va rabattre la lecture de Girard dans un champ purement historique. Et donc le dialogue est intéressant, qui montre bien, 1, les limites de la méthode de Foucault, et 2, la puissance de l'intuition de Girard, qui reste profondément structurale. Alors là, cette lettre de Foucault, je la cite parce qu'elle est extraordinaire, je suis totalement subjugué, c'est bien le grand livre que j'attendais, et cette phrase extraordinaire, vous êtes le seul aujourd'hui qui résistiez à l'injonction de la différence et au soupçon de l'identité. C'est-à-dire, vous qui avez lancé en 66 ce grand colloque pour annoncer le structuralisme aux États-Unis, vous qui avez invité Jacques Derrida, qui a plombé complètement le colloque en inventant le post-structuralisme, c'est-à-dire la déconstruction, c'est-à-dire les pensées de la différence, vous avez une résistance à cette pensée-là, et vous êtes le seul à résister au soupçon de l'identité, qu'on balançait comme une vieillerie métaphysique. Vous avez inventé un tout nouveau concept d'identité. Une lettre comme ça, maintenant, elle est publique. C'est l'événement. Et il y en a beaucoup d'événements. À chaque chapitre, il y a un petit scoop comme ça. C'est très bien fait. Merci en tout cas. Alors la dernière question, peut-être pas l'ultime. Non, il y a encore des milliers d'autres qui arrivent. Très bien. Et Dieu, à partir de la posture, on va dire critique, justement, des théologiens comme Joseph Moin, dans L'homme qui venait de Dieu, il y a toute une polémique, on va dire, contre Girard, c'est-à-dire contre sa vision, on va dire, structuraliste. Le mot structural est arrivé, mais structuraliste. Horresco referens. Voilà. Et qui invaliderait, finalement, la liberté divine, donc le passage de la loi vétérotestamentaire à la grâce, qui est le nouveau régime du Nouveau Testament, de l'incarnation, etc. Et quid ? Parce que cette critique, on peut y être sensible. Le structuralisme, finalement, rapproche Lévi-Strauss de Girard parce qu'on a quelque chose qui est comme un rouage qui peut expliquer aussi bien le roman que l'éthique et peut-être l'histoire. Donc, quelle est la place, finalement, de la liberté de Dieu ? Comment comprendre le sacrifice christique ? Selon Joseph Moin, Girard ne peut pas être valide comme explication sacrificatoire ou expiatoire parce qu'elle est structurale, justement. Et elle ne laisse pas de place à la liberté de Dieu, c'est-à-dire au régime de la grâce. Alors ça, c'est l'objection qu'on fait très vite à Girard, mais le premier à le faire, c'est pas moi. Moi, il arrive très très tard. Et puis quand je l'ai rencontré, il avait une connaissance tellement vague de Girard que c'était tellement ancien que j'ai pas pu approfondir ça avec lui. Parce que ce que lui avait dit Derrida, attention, quand Girard, devant les chutes de Niagara, dit à Derrida, en 69, on va travailler ensemble sur le prophétisme biblique, il dit attention, vous allez avoir des théologiens qui vont vous tomber dessus. Bon. Et il n'est pas théologien, et donc ils n'ont pas manqué d'arriver. Mais
avant, moins, et qui arrive très tard, c'est Pierre Manant, qui vient de la philosophie politique et qui attaque tout de suite sur cette théorie qui a quelque chose à cacher, qui ne révèle pas sa source biblique et qui nous montre une machine à faire des dieux, un mécanisme par lequel les hommes retrouvent un ordre qu'ils sont en train de perdre, passent du chaos à un ordre renouvelé, une théorie morphogénétique en quelque sorte, qui produit des formes. C'est ça la puissance, ce que Manon voit bien chez Girard. Mais c'est un mécanisme par lequel les hommes retrouvent eux-mêmes la paix, l'ordre qui est en train de faillir. Et comme cette théorie est crypto-chrétienne, et qu'on voit bien constamment cette référence dans le texte, Manon croit que c'est une hérésie pélagienne qui revient, c'est-à-dire celle des hommes capables de se sauver tout seuls, et que donc il passe complètement à côté de l'articulation de la nature et de la grâce. Mais d'abord, dans le livre, je montre bien à quel point Girard est conscient de tout ça, que toutes ces discussions, ces correspondances que je cite abondamment, notamment avec Michel Deguy, montrent qu'il a une culture chrétienne très traditionnelle et orthodoxe, et que ce débat est fondamental. Mais ce n'est pas ce débat qui, lui, l'intéresse, puisqu'il n'est pas théologien, il ne travaille pas sur cette question-là. Ce qui l'intéresse, en apocalypticien qu'il est, c'est cette structure fondamentale qui participe assez mystérieusement à la constitution de l'humanité, la façon qu'elle a d'avoir tout construit et de maintenant se défaire elle-même, se déconstruire en quelque sorte. Et c'est cette déconstruction, cet échec avéré du sacré qui est la grande nouvelle de Girard. Donc c'est une vision apocalyptique qui fait toujours peur aux théologiens. Eux, ils travaillent sur des choses beaucoup plus fines, où Girard n'a aucune compétence. Mais il n'a cessé de montrer, étape après étape, à quel point finalement tout ce qu'il disait était parfaitement orthodoxe. Et son dernier livre, le plus simple qu'il ait écrit, avant le Clausewitz, Je vois Satan tomber comme l'éclair en 69, est un catéchisme adressé à ses petits-enfants, à ses 9 petits-enfants, où toutes les vérités fondamentales sont là, irréprochables, on ne peut pas l'accuser de quelque hérésie que ce soit, même la liberté et la grâce et la capacité de sortir des pièges intramondains, mais toujours le Girard théoricien est là et ne peut pas s'empêcher de bâtir une théorie de Satan. Donc c'est un livre à la fois parfaitement orthodoxe sur ces questions-là, et les théologiens n'ont plus rien à dire, et puis ça reste toujours le grand Girard, c'est-à-dire celui qui est un peu à la Bernanos, mais avec une puissance théorique que n'avait pas Bernanos, qui n'était que romancier, si je puis dire, un face-à-face avec ce qu'il appelle le mécanisme du sacré, c'est-à-dire ce Satan qui expulse Satan. Les évangiles ne sont pas des phrases vagues, c'est comme la littérature, des choses très très précises. Quand le Christ, dans l'épisode des démons de Gerasa, dit « Je vois Satan tomber comme l'éclair », c'est pas la fin de Satan de Victor Hugo, c'est pas l'advenue du progrès, c'est Satan tombant, la structure se décomposant, il va faire des dégâts gravissimes. C'est ça que ça veut dire, c'est une phrase apocalyptique. Mais il y a surtout cette extraordinaire phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu, « Satan expulse Satan ». À propos du débat sur les exorcistes et la concurrence avec les gens qui reprochent à Jésus d'exorciser par Belzébuth, Satan expulse Satan. C'est une phrase qui peut paraître comme ça, métaphorique, elle est totalement impressionnante. Elle décrit précisément le mécanisme victimaire. Satan, principe de désordre, l'accusateur, expulse Satan, le bouc émissaire. La violence diffère d'elle-même. Le religieux n'est rien d'autre qu'une auto-extériorisation de la violence des hommes sous la forme du sacré. C'est dit par Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et là, Girard a une oreille anthropologique incroyable et ne s'intéresse qu'à cet aspect-là des évangiles. Sur l'aspect du salut et l'aspect que vous évoquez théologique, il est ultra traditionnel. Il n'a rien à apporter, sinon sur cette question du péché originel qui le hante plus que toutes les autres. C'est-à-dire la fameuse phrase de Pascal, « Scandale qu'un enfant puisse être entaché de la faute d'Adam, mais sans ce mystère, l'homme est plus insaisissable sans ce mystère que ce mystère est insaisissable à l'homme. » C'est-à-dire dans le noyau de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Ça, c'est la phrase pascalienne géniale, formidable, qui pointe quelque chose d'absolument incompréhensible aux yeux d'une raison purement humaine, et pourtant indique le lieu où il faut aller creuser. Et ces replis et ces tours de l'abîme du péché originel, c'est précisément ce que Girard, avec Freud et Lévi-Strauss, appelle le meurtre fondateur. Et ça l'intéresse profondément, parce que là, il éclaire anthropologiquement cette espèce de surdité originaire constitutive du monde en tant que monde. C'est tellement puissant que les théologiens courent un peu derrière parfois. C'est mon sentiment. L'ouvrage biographique de Benoît Chantre, René Girard, est publié chez Grasset. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée mercredi 20 décembre 2023
à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.